Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très belle acoustique. Merci. Alors, merci d'être là pour ce moment qu'on va partager et avec deux personnes qui sont les piliers, avec notre metteuse en scène aussi, Anaïs Descourson, mais de ces projets, de cette création qui me tenait vraiment au cœur dès le début, même beaucoup plus tôt que ces lieux soient restaurés, et grâce à une très grande amie, Shushan Silanosian, avec laquelle on joue toujours ensemble, une grande violoniste virtuose, on a Justin Disselbach, et on va continuer. Et à un moment où elle avait envie de partager des douleurs, des vies vraiment très profondes sur ce qui arrive à l'Arménie, et pas seulement maintenant, sinon c'est quelque chose vraiment de millénaire, on pourrait dire, et à quel point aujourd'hui c'est quelque chose d'actuel, où la blessure est absolument ouverte, à un moment où cela est devenu tellement fort. Pour elle, je lui ai dit, Shushan, on doit pouvoir faire quelque chose, comme on faisait à l'époque de Torquato Tasso et Monteverde. Ça veut dire s'il y avait, on devait parler d'un sujet, par exemple, Tancrède et Cloran. Tancrède était un chrétien. Alors c'est quelqu'un qui va en Palestine et qui rencontre Cloran, qui est d'une religion absolument opposée. Et c'est pour cette religion, c'est cette religion que Tancrède va combattre en Palestine. Par contre, quand il la voit, il tombe par terre. Et il lui dit, après cela, je ne sais même pas laquelle est la raison pour laquelle je me suis déplacé dans cette terre. Et ça, c'est Torquato Tasso qui écrit cela pour montrer que l'amour peut être des fois plus fort que tout. Et il rend en poésie en Italie, au moment où les croisades sont encore brûlantes, cette Jérusalem délivrée, qui est tellement importante pour nous. Mais au moment où j'ai dit à Shushan Silanosian, tu connais un compositeur qui pourrait parler de ce sujet, directement, indirectement, mais avec la force et la connaissance de ce qu'on est en train de vivre en Arménie. Elle m'a dit, bien évidemment, Michel Pétrosian. Et c'est pour cela qu'il est là et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Plus tard, bien sûr, l'équipe s'est agrandie et Michel a décidé que ce soit quelqu'un avec lequel lui, il a déjà une expérience, même au cinéma, avec la musique, et ça veut dire qu'il y a compositeur et interprète, chef d'orchestre, qui est là avec nous aussi et qui va donner vie à ces corps musicaux, ces corps sonores, de l'invention de Michel Pétrosian, et c'est Léo Marc. Bien sûr que quand je me suis approché de Michel, je ne pensais pas qu'aussi il allait être le poète. Mais c'est quelque chose d'ancien, où la musique et poésie étaient des synonymes, comme presque tous les poètes grecs le disent. C'est-à-dire que ça s'appelle des chants, vous savez, c'est-à-dire c'est le canti. Ça veut dire que c'est la poésie et la musique est la même chose, comme le pensaient aussi Claudio Monteverdi, Peri ou Caccini. Alors, Michel fait aussi les textes, et pas seulement la musique, de cette création. Mais peut-être on pourra commencer, Michel, par cela, mais avant de commencer dans notre tunnel, je vous dis que Michel va dédicacer son livre, Les chants der Sac, et qui sera ici et à la fin. Alors, si vous voulez les prendre, vous allez entrer plus dans son univers, dans son monde, en connaissance sonore aussi. Michel, peut-être on pourra commencer cela. Quand je me suis approché
de toi, tu as pris un certain temps, mais peut-être pas beaucoup, pas le temps que j'ai pensé pour choisir les sujets, pour choisir si on allait partir sur une histoire maya et sur un mythe de la naissance du Japon ou sur Job. Ouais, merci Leonardo et merci à vous toutes et tous qui êtes là et qui aussi nous regardez à travers YouTube. Parce que pour un compositeur, c'est plus qu'un rêve, hein, c'est plus qu'un accomplissement que de pouvoir écrire un opéra. Ça suppose un coût immense en termes des finances, des énergies humaines sollicitées. On a tout de suite là tout un plateau de merveilleux chanteuses et chanteurs qui sont rassemblés, qui travaillent nuit et jour. Et pour pouvoir solliciter autant de personnes, il faut avoir quand même un contenu digne de ce genre d'investissement. Et c'est vrai que lorsque Leonardo, tu t'es adressé à moi, et d'ailleurs pour la petite histoire, j'étais sur un projet d'opéra que je menais avec un grand écrivain que nous allons retrouver peut-être aussi bientôt, et ce projet tombait à l'eau alors que je le portais pendant 4 ans, et 4 jours plus tard, Shushan m'envoie un mail, et puis Leonardo m'écrit en direct, est-ce que ça te dirait d'imaginer un opéra? Donc j'ai pris ça pour un cadeau du ciel. Et c'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi parce que j'étais aussi concerné par ce qui se passait, c'est-à-dire que c'est un monde qui s'effondrait sans qu'on puisse le retenir, on est impuissant si ce n'est par ses notes et ses paroles. Et j'ai constaté quand même, et on peut le constater encore aujourd'hui sur plein d'autres sujets, que ce qui nous marque le plus, ce qui ne nous laisse pas tranquilles, c'est pas simplement la souffrance, mais la souffrance qui apparaît comme injuste. C'est-à-dire que, à titre individuel ou comme civilisation, et que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs, lorsque quelque chose de mauvais arrive, il y a tout de suite cette question, ce sentiment d'injustice, et cette question, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, grosso modo, vous voyez? Et j'ai constaté que cette question s'était posée plus que jamais à travers l'histoire. Chez les Babyloniens, il y a un texte qui s'appelle le poème du juste souffrant. Les Égyptiens ont un texte très célèbre, le dialogue du malheureux avec son âme, et c'est exactement cette question. On cherche la faute en soi, les psychologues, les psychiatres peuvent aussi faire tout un exposé là-dessus, mais c'est très humain, c'est très vivant, c'est ce que je ressentais. Et le livre de Job dans notre civilisation, c'est vraiment celui qui pose cette question de manière forte, et surtout pose cette question de manière beaucoup plus subtile que ce que l'on a comme réaction spontanée. C'est-à-dire que spontanément, quand, vous voyez, un malheur arrive à quelqu'un, on se demande ce qu'il a fait de mal, vous voyez, cette espèce d'idée de la karma qui nous accompagne. Et c'est le cas des amis de Job, qui vont, par un cycle d'échange à 3 reprises, d'abord en le consolant, puis en l'avertissant et en finissant par l'accuser, chercher ce pourquoi. À cause de quoi Job souffre-t-il? Et lui-même, il cherche cette question. Pour les personnes qui ne connaissent pas le livre de Job, un livre de l'Ancien Testament que mon conterráneo Jorge Luis Borges me l'a fait connaître justement parce qu'il considérait que c'était peut-être le livre le plus intéressant de la Bible, si on exclut bien sûr les évangiles. Et si Carissimi ou Handel serait là avec nous et on présente Job, dirait alors c'est pas un opéra, c'est un oratorio, Oui, oui. parce qu'il ne comprendrait pas que sur un texte biblique, on l'appelle opéra. Oui. Quelle place trouve la forme musicale, opéra ou oratorio, et au XXIe siècle pour toi, Michel, et dans cette pièce en particulier? Et ben, là, c'est le texte, hein, le livret, ce qu'on appelle le livret. J'ai mis 1 an à écrire le livret de ce livre de Job. Vous voyez, il n'est pas très épais. En général, le livret, c'est beaucoup moins qu'une pièce de théâtre. Mais c'est la 38e version. Parce qu'il a fallu quand même, c'est quand même pas la transcription du livre de Job. Il est actualisé par mon livre Chant d'Arsac et d'autres textes. Il a fallu trouver ses nécessités dramatiques et le Job est magnifique. Alors c'est en effet le moins approprié pour les opéras, même si Handel a fait graver sur sa tombe, hein, sur sa pierre tombale, les paroles de ce livre de Job, mon Rédempteur est vivant, etc. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Tout à l'heure, avec Léon, on répétait cette partie sur ce plateau. Il a fallu que je torture Job. Avec sa grande bonté, Léo m'a aidé à le torturer. Et puis Anaïs de Courson, la metteuse en scène, a travaillé avec moi. On a vraiment dramatisé ça. Alors, dans Job, il y a Job, ses amis, c'est très masculin.
et pour des raisons esthétiques et pas seulement pour les raisons politiquement correctes, j'ai féminisé quelques personnages parmi ses amis, parce que j'avais besoin de voix de femmes. Et donc, l'un des amis, Bildad de Job, dans le livre, devient Bilda dans mon opéra. Mathilde Ortscheid va le chanter. Il y a aussi quelque chose d'assez spécial, je fais chanter Dieu et le Satan. Alors ça, c'est pas toujours évident, hein. Il y a, même dans les oratorios ou les cantates, il n'y a pas souvent Dieu qui chante, et Satan encore moins. Alors ça, c'est un risque que nous prenons, et Anaïs de Courson, sans dévoiler toute sa mise en scène, a décidé de ne pas les montrer. Les êtres spirituels, vous les entendrez, vous les percevrez, mais vous les verrez pas. Mais donc, il a fallu déjà vraiment tailler beaucoup, 38e version, c'est quand même long. Et c'était toujours dans le sens de découpage, d'introduire un drame, parce qu'il y a beaucoup de monologues. Là, d'ailleurs, je suis un peu marqué par le livre de Job, vous voyez, je monologue un peu beaucoup. Mais dans l'opéra, c'est mortel. Quand ça monologue trop, on s'en lasse un petit peu. Donc, j'arrête de parler et je passe à l'autre question. Non, mais pour moi, et je pense que pour tout le monde, a vraiment une grande curiosité sur la relation qui existe généralement entre les librettistes et les compositeurs. Ça veut dire que c'est une relation qui était toujours assez difficile dans l'histoire de la musique. Et il y a eu des moments absolument extraordinaires, comme on peut penser à Mozart da Ponte, que c'était vraiment quelque chose d'unique. Aussi Monteverdi et Cavalli avec Busenello. Mais généralement, on dit que par exemple un Rameau écrivait les plus belles opéras sur les mercures de dimanche. C'est-à-dire qu'il n'avait pas besoin d'un beau livret. Dans ces cas, ma grande curiosité, c'est que toi tu incarnes les deux. Est-ce que vous êtes deux? Bah, c'est vrai que j'ai eu quelquefois des conflits avec mon librettiste et j'ai réussi à les surmonter. La grande chose, moi, c'est vrai que le métier d'un compositeur, c'est extrêmement solitaire. Ça, vous voyez, parfois, je reste à ma table de travail et parfois, je déborde sur la nuit. Les derniers mois, je faisais 18 heures par jour et on est tout seul. Alors, c'est pour ça que ce qui est important, c'est quand même avoir un regard, un vis-à-vis différent. Mais en même temps, l'avantage de cela, c'est quand même on est dans une immersion totale. Et dans les meilleurs moments de la composition, honnêtement, la réalité extérieure était moins prégnante que ce dans quoi j'étais. Parce que c'est vrai que il se trouve que j'ai fait des études de philologie et je suis très sensible aux anciens pour lesquels le son d'un texte et son sens font partie de l'identité. Nous, on est dans la civilisation de l'écrit, beaucoup, alors que toutes les anciennes civilisations étaient vraiment dans la perception auditive, et notamment pour les textes bibliques aussi. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, nous on les lit silencieusement, mais peu de gens les lisaient. La plupart de ceux qui les connaissaient les entendaient. Donc ça m'avait permis vraiment aussi à travers mes études philologiques, vraiment être attentif à cet aspect-là, peut-être un peu plus que si j'étais avec quelqu'un d'autre. Par exemple, je vous dévoile quelques éléments de la cuisine, pour certains personnages, j'avais même travaillé certaines voyelles un peu plus nombreuses, par exemple les « et » pour un tel, les « a » pour tel autre. Ça, vous ne le percevrez pas, mais ça contribuera à les caractériser musicalement. Parce que je trouve que l'un des grands défis de l'opéra, et Mozart le fait par exemple dans Don Giovanni, mais il ne le fait pas forcément dans Così fan tutte que Léo vient de diriger, il caractérise musicalement, par l'écriture musicale, les personnages. Quand c'est la Reine de la Nuit, où c'est le commandeur qui chante, vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez. Mais ça, c'est vraiment une exigence particulière. Et pour moi, elle commence déjà dans le texte, dans la sonorité même du texte, aussi bien que dans le sens. Absolument. Je pense que c'est très important pour notre public de connaître Léo et de présenter, mais que tu puisses nous présenter comment vous vous êtes connus et quel type de collaboration vous avez eu avant Job. Oui. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être là également. Alors moi, je suis évidemment chef d'orchestre, jeune chef d'orchestre. J'ai eu comme professeur Alain Eltinoglu, qui est arménien également. Et c'est vrai que il nous a fait découvrir aussi que ça soit du répertoire ou même une sensibilité assez particulière d'artistes. Je me souviens par exemple Baba Yaga, c'est lui qui m'a fait découvrir ce compositeur. Et donc j'ai été très marqué par ce professeur, si je puis dire. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Michel la première fois. On a déjà beaucoup travaillé ensemble, à vrai dire. Et c'était pas un film la première fois. C'était pas ça. Hein. C'était un ballet. C'était un ballet. Et déjà sur un
un sujet très très intéressant, Les Anges, hein, de Sinjar, avec d'autres compositeurs arméniens. Donc j'ai été tout de suite pris dans une thématique qui m'a beaucoup touché. Je l'ai jamais dit à Michel aussi, mais ma mère, qui a étudié langues orientales, m'a beaucoup aussi sensibilisé au cinéma arménien. Parce qu'il y a un festival du cinéma arménien à Paris qui m'a aussi beaucoup touché. Donc voilà, je suis très heureux en fait d'avoir développé un peu cette fibre grâce à mon professeur, puis Michel. Et je dois dire que j'ai tout de suite été touché par sa musique. Il y a quelque chose ces couleurs, vous le découvrirez avec Job, il y a quelque chose qu'on retrouve, je crois, chez personne d'autre actuellement. Une sorte je ne sais pas si c'est comparable avec la cuisine, mais c'est cet alliage de couleurs et de timbres. Je pense que voilà, Michel a quelque chose dans les oreilles que d'autres n'ont pas ici en Europe. Bravo. Alors c'était les ballets, la musique des films. Voilà. Maintenant, c'est la découverte d'un art total, non? Peut-être. Exactement. Alors, et quel type de découverte tu es en train de faire avec cette pièce? Je sais que c'est trop holistique ce que je demande, mais avec cette nouvelle pièce, il y a une grande différence avec ce que tu as fait, ce que tu connaissais avant, j'imagine. De Michel. Complètement. Et puis surtout, on sait combien c'est important pour un compositeur, un opéra. Et donc, je suis surtout face à cette immensité et ce désir, cette envie d'aller aussi loin, voire plus loin dans toutes ces attentes. Et ça, c'est vraiment un très très grand plaisir pour l'interprète, pour le chef d'orchestre, parce qu'on est directement dans la suite de ses intentions, de ses idées. Et j'ai la sensation que grâce à ce Job, ce prochain opéra, il y a un mélange de toutes les expériences que j'ai déjà pu faire avec Michel et qui du coup vont se syncrétiser en vraiment une sorte d'unité totale dont j'ai vraiment très très hâte. Je crois que Job va vraiment être un opéra composite et universel. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir développer aussi parce que je pense que c'est la force d'une telle proposition. Voilà. On se posait la question de l'opéra contemporain. Je crois que le Job, l'opéra de Michel Pétrosian, va vraiment donner un éclairage sur comment se comporte notre époque face à ce genre de l'opéra. Et on va le découvrir tout d'abord dans la musique, avec un instrumentarium complètement atypique qui place des instruments modernes en face d'instruments anciens ou dits traditionnels. Vous trouverez du théor, de la guitare et également de la flûte à bec dans l'instrumentarium. Et on aura aussi un traitement des voix qui sera tantôt très très exigeant, très harmoniquement très très précis, très affiné, et par moments aussi des mélopées nous replongeant dans un Proche-Orient lointain ou onirique. Donc on va avoir toutes ces différentes strates qui vont se mélanger et je crois que ça crée beaucoup de rebonds aussi avec l'histoire de l'opéra. Merci beaucoup. Et Michel, comment on est arrivé, c'est-à-dire pour rentrer plus et partager plus des moments de solitude et de doute, parce que les compositeurs, ils vivent dans cela. Comment tu es arrivé à cet instrumentarium? Est-ce que tu pourrais partager un tout petit peu avec nous? D'abord, c'est vrai que comment dire, je ne suis pas pour rajouter les moustaches à la Joconde, voyez. C'est-à-dire, Puccini existe, Wagner existe, Verdi existe, et surtout Richard Strauss existe. Qui sommes-nous, pauvres petits nains, etc. Voyez. Donc, pour proposer un opéra, il faut quand même avoir quelque chose qui n'est pas dans le sillage, simplement en regardant de très bas vers le haut, même si je suis dans cette posture. Et peut-être juste un mot sur l'histoire de l'opéra. Moi, je la subdivise en 3 temps, dans la perception du public. Hein. C'est-à-dire que la première époque, grosso modo, c'est là où le compositeur est le numéro 1. Vous voyez, on joue du Mozart. Après, ça devient plutôt l'interprète. Et c'est peut-être avec Karajan que ça a pris une proportion énorme. C'est l'opéra dirigé par Karajan, chanté par tel ou tel.
Et puis, dans notre époque, c'est plutôt le metteur en scène ou la metteuse en scène qui a pris le devant, ce qui d'ailleurs crée, voilà, ce qui crée parfois, voilà, le genre de remarque. Et vous voyez, ça c'est très intéressant, monsieur. Vous dites, et là, c'est vrai que beaucoup de gens le disent parfois. Pourquoi? Parce que les mises en scène contemporaines, pas la nôtre, hein, ça c'est génial, vous allez voir, mais souvent suscitent quand même une certaine désapprobation de par la distance, contradiction à l'œuvre dont qu'elles sont censées servir. Mais il y a une raison pour cela. Pourquoi? Parce que certains opéras du 19e ne peuvent plus être perçus par nous tels qu'ils étaient. Donc, il faut une forme d'actualisation, parce que les problématiques qui sont à la base des livrets du 19e ne nous touchent pas aussi directement qu'ils les touchaient à l'époque. Vous voyez, une nécessaire actualisation, qu'on le veuille ou pas. Et c'est pour ça que parfois, certains metteurs en scène sont ultra radicaux. Je n'adore pas toujours tout ce que je vois. Parfois, j'aime beaucoup. Mais ça dit la nécessité quand même d'un opéra aujourd'hui, vous voyez, parce qu'il faut, que ce soit Wagner ou Verdi, leurs opéras étaient vraiment en adéquation avec leur temps. Il y avait vraiment un grand changement et c'était le souffle de toute une époque. Et pour nous, l'une des choses qui caractérise la nôtre, c'est quand même la présence simultanée de plusieurs langages musicaux. L'opéra est un genre un peu impur pour moi, voyez. Et donc dans le mien, par exemple, il y aura une sorte de pastiche d'une chanson punk. Il y a des références baroques. Il y a des éléments qui viennent des musiques traditionnelles. C'est pas du patchwork, hein, mais c'est quelque chose qui est dans notre univers. Et je trouve que, enfin, c'est toi, Léo, qui me disais, Leonardo, que dans une pièce, dans l'Orfeo de Monteverdi, Monteverdi a essayé d'incorporer toutes les musiques de son temps. Par exemple, il y a une partie, je crois, il y a 2 violonistes qui jouent, même si c'est joué par les plus grands de notre temps, vous entendez 2 violonistes ivres. Parce que Monteverdi a voulu refléter l'ambiance d'un mariage à la campagne. Et pour nous, la musique de Monteverdi, enfin, je ne suis pas autorisé d'en parler, c'est toi le spécialiste, mais c'est une musique qui semble très unie stylistiquement, alors qu'à l'époque, elle ne l'était pas. C'est une manière, c'est une œuvre monde, vous voyez, qui incorpore les choses. Et je crois que nous avons ce besoin d'entendre certaines vibrations. C'est vrai qu'il y a ce point de départ très précis, l'Arménie, la souffrance, etc. Mais il ne faut pas que le point de départ reste le point d'arrivée, sinon on tombe dans quelque chose d'un peu tribaliste et pas très intéressant pour les gens extérieurs au club, pour dire les choses comme ça, vous voyez. Mais c'est important d'être ancré, c'est important d'avoir vraiment une forme de nécessité vitale, mais pour être une sorte d'écho, de résonance au monde, moi j'ai trouvé nécessaire de négocier ce seuil de la modernité en regardant vers les musiques d'avant et faisant dialoguer, en effet, un instrument traditionnel, des instruments baroques, et l'instrumentarium contemporain porté par l'ensemble contre-champ. C'est ça, c'est les trois ingrédients. Voilà. 3 ingrédients pour l'instrumentarium. Alors, dans cette recherche de l'universel pour ton œuvre, je trouve que, bon, on est vraiment en fait le quart des siècles, non, de cette nouvelle millénaire, on pourrait dire. Et est-ce que quel était pour toi, c'est-à-dire du point de vue, quand tu te demandes quel type de langage je vais utiliser, c'était en relation au personnage, en relation à un contexte, en relation, les textes que tu avais écrits te parlaient déjà à l'avance, ou c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard? Et pour moi, j'aime bien, comme compositeur qui commence, moi-même, savoir si déjà, toi, parce que je ne le fais pas, quand tu écris, tu entends déjà une musique ou pas du tout? Alors peut-être, c'est presque une question qui touche à ta première remarque sur le lien entre texte et musique, qui pour les anciens était la même chose. Et moi je suis très féru des anciens. Euripide était mieux connu comme compositeur que comme auteur. Enfin, toutes les tragédies grecques, ces auteurs écrivaient en même temps la musique. Ça, c'est quelque chose qu'on ne le sait pas, mais c'est absolument avéré et certain. Et je pense qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, et pour parler de l'opéra, c'est peut-être le premier, c'est la voix, justement. Nous ne sommes plus tout à fait en Europe occidentale, en tout cas une civilisation qui chante, n'est-ce pas? Quand on se dit voilà, on va chanter tous un chant, le résultat est assez maigre en général. Or, et puis il y a une forme de timidité, etc. Mais toutes les civilisations chantaient tout le temps. C'était aussi naturel que de parler. Et je pense que l'une des raisons du divorce de l'opéra avec le public, c'est que, pour schématiser affreusement, grosso modo,
la musique allemande pour laquelle la voix est un instrument et la musique italienne pour laquelle l'instrument est une voix. Vous voyez, c'est vraiment deux approches. C'est affreusement schématique, c'est pas vrai pour tous, mais globalement, il y a ces tendances. Verdi dit que le génie italien n'est pas instrumental, d'abord vocal. C'est pas gentil pour Scarlatti, mais on comprend ce qu'il veut dire. Et j'ai voulu retrouver le chant. Vous voyez, ça c'est très important. Pas simplement la voix, mais le chant, parce que souvent dans la musique contemporaine, on est allé plutôt dans la direction germanique, où la voix était devenue un instrument. On a exploré plein de possibilités vocales, il y a des choses magnifiques, mais comme un instrument avec des modes de jeu, etc. Et on s'éloignait du chant à proprement parler. Et ceux qui voulaient retrouver le chant retombaient dans des choses sirupeuses, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, plutôt des redites qui ne sont pas très intéressantes non plus. Et là aussi, là, encore une fois, je reviens aux antiques, aux anciens, à ces vibrations, peut-être liées aussi à mes origines. Hein. Je suis très sensible à ces civilisations au long souffle, et on sent cette espèce d'organicité du chant qui sort des entrailles. C'est pas simplement la chanson, mais quelque chose une forme de vocalité. Et d'ailleurs, pour rebondir par rapport à ce que dit Michel, il y a quand même une chose très forte dans l'opéra, c'est-à-dire que vous avez les solistes, mais les solistes sont aussi le chœur. Il n'y a pas cette séparation chœur d'opéra, soliste. Les solistes que vous allez voir, c'est le chœur. Donc il y a quelque chose qui est réuni et qui est comme une assemblée qui se réunirait et qui chanterait ensemble. Donc c'est l'idée de une voix, moi, qui revient tout le temps. Est-ce que pour toi, Michel, cette lisibilité de ton langage pour un public contemporain a une grande importance ou pas? Ah oui, ça c'est sûr que, alors j'ai par concours de circonstances, j'ai été amené aussi à travailler avec le cinéma j'avais été conseiller musical et compositeur d'un film qui était sorti récemment, qui s'appelle En fanfare, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, et c'est un film qui a connu, enfin Emmanuel Courcol, un succès absolument invraisemblable. On m'avait envoyé encore tout à l'heure une photo où dans British Airways, dans le vol British Airways Londres-Hong Kong, on propose ça avec les Star Wars, vous voyez, à côté. Et il faut savoir que dans cette œuvre, il est question d'un chef d'orchestre qui est aussi compositeur. Dans les échanges avec la production, avec Emmanuel Courcol, j'avais suggéré que le chef d'orchestre soit aussi compositeur et qu'il y ait une œuvre contemporaine dans ce film. Donc à la fin, il y a un tout petit peu de ma musique, mais c'est une œuvre vraiment contemporaine, ce qui est quand même pas forcément naturel pour un cinéma grand public. Et je vous assure que je recevais jusqu'à il y a peu 2-3 messages par jour des personnes qui ont vu ce film et qui ont été vraiment profondément touchées par la musique. Ils écrivaient des choses très personnelles. Hein, un philosophe m'avait écrit au sujet de son frère qui est décédé et il dit « Je pense que mon frère aurait aimé votre musique » quand vous recevez un compliment comme ça. Et ce lien avec le public, mais sans partir dans un goût très commun, chercher le succès à tout prix, c'est quand même quelque chose, sinon ça ne sert à rien d'exister, sinon c'est un private joke et un plaisir personnel, voyez. Donc c'est comme Spinoza qui dit « Lecteur, je vais te prendre par la main ». Je trouve que c'est très important. Et d'ailleurs, France en particulier, la musique est beaucoup subventionnée par les fonds publics, et je trouve qu'il y a une position presque éthique de restituer quand même ce que les gens vous donnent, enfin les impôts qui payent ce genre de choses, ou ici sont des phénoménaux moyens qui sont mis à l'œuvre. C'est pas pour se faire plaisir, c'est justement pour essayer d'être aussi pertinent que possible, mais tout en vous emmenant quelque part, offrir comme ça une nouveauté peut-être qu'on n'a pas rencontrée. Vous voyez, c'est un défi pas facile, mais je trouve que le souci du public, c'est absolument fondamental, sinon ça... Voilà. Et Mozart, par exemple, il était tout à fait conscient de ça. Par exemple, il dit, et c'est très bien pour cette partie de notre conférence qui touche à sa fin, il dit il faut que la fin, ça aille vite et que ça ne soit pas trop long, sinon le public s'ennuie. C'est vrai que cette captatio malevolentia, non? C'est la Absolument. première loi de Cicéron de la rhétorique. Attirer l'attention du public, sinon on est un artiste médiocre. C'est ça, à la Renaissance, plus ou moins à la synthèse. Léo, et je suis curieux de voir à quel point avoir les compositeurs à côté peut être quelque chose, moi que je fais surtout de la musique ancienne où le compositeur est loin, est très présent quand même, est très très présent quand même, mais là, le compositeur est là. Quelle présence, parce que le compositeur est à la fois quelqu'un qu'on admire, et surtout, je dirais qu'entre les musiciens, c'est les compositeurs, l'image la plus difficile
à travers par l'admiration que tous les musiciens vénérant. Mais il y a le rôle de l'interprétation, et c'est très important, des interprétations, mais vraiment à l'origine du mot, c'est-à-dire vraiment étymologique, qu'on puisse vraiment penser à que quand on interprète, par exemple, si on est en train de lire un livre, c'est très très difficile que je puisse partager avec quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu as interprété de ce que tu viens de lire. Parce que chacun le fait en silence et pour lui-même. Mais dans l'interprétation musicale, avant que vous recevez quelque chose, compulsion, on a eu l'écriture, ça veut dire tous les affects intrinsèques à une partition, mais les constructeurs des affects extrinsèques, c'est l'interprète. Alors, dans quel rôle tu te trouves? Je ne vais pas faire la thérapie argentine, psychanalyse argentine et post-lacanienne, non, mais c'est très important. Et je sais que tu seras sincère parce que c'est toujours dans l'amitié, mais c'est quand même très impressionnant d'avoir les compositeurs à côté. Mais après, c'est comment toi tu interprètes, parce que jamais ça peut être la même chose. Parce que 10 chefs d'orchestre vont interpréter Michel Petrosian d'une différente manière, avec la plus grande fidélité du texte. Ça sera toujours différent. Oui, c'est une question très intéressante, et on voit aussi le chef d'orchestre Leonardo qui est confronté à ça tous les jours face à une partition, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qu'on nous livre, qu'est-ce que c'est une partition, qu'est-ce que ça représente, à quel point ça dit tout ou ça dit rien. Et alors je dois dire quand même qu'il y a quelque chose, il y a un point, bon, il y a tout l'aspect apprentissage de la musique, analytique, oreille interne, toute la technicité. On va pas lister la totalité de ce qui est nécessaire pour être chef d'orchestre, mais il y a aussi un point très, très intéressant, je trouve, un peu plus mystérieux, un peu plus sensible, et qui rappelle aussi à quel point la musique est une affaire d'affect et de sensations. C'est que parfois, avec certains compositeurs, il y a quelque chose en particulier qui se transmet et qui est pas forcément faite sur des mots ou sur mais qui se fait un peu comme une amitié. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose le compositeur est content de ce qui se passe, c'est-à-dire que le chef a eu l'instinct. C'est quand même ça, face à une partition. Il y a, on me donne finalement, on me donne une sorte de liste avec d'architecture, comme on pourrait comparer ça avec de l'architecture. Et puis ensuite, avec mon instinct, je sens que telle indication m'amène vers ce chemin ou ce chemin. Et ensuite, il y a une sorte de rebond avec le compositeur. C'est-à-dire, est-ce que le compositeur est content ou pas? Ça arrive que non. Et là, souvent, les collaborations ne se poursuivent pas, hein. Il y a plein d'histoires comme ça. Toujours, je me souviens d'un grand ami, grandissime musicien, qui détestait Wagner. Ouais. Et un jour, je lui montre Tristan et Isolde par Carlos Kleiber. Et lui, il me dit, je n'ai rien à dire, et il pleurait. Ah oui. Et il me dit, mais c'est du Kleiber, c'est pas du Wagner. C'est à quel point l'interprétation, et là Wagner lui aurait donné la main. Ça veut dire parce qu'il y a plusieurs niveaux très intéressants. Des fois, les compositeurs, et peut-être, c'est comme quand on voit une chose très belle dans une autre personne, non? Ouais. Des fois, on voit même plus loin. Pas que c'est que le compositeur a prévu, sinon qu'il y a une manière où l'interprète peut mener quelque chose. Et c'est pour cela que peut-être cette petite salle peut être le cadre à quelque chose. Ça l'était sûrement pour ta composition, Michel, mais aussi pour l'interprétation. Je vous laisse peut-être rebondir un peu sur l'importance de ce petit cocon. Ça a été pensé pour ce lieu. Ça, vraiment, la commande de la Cité Bleue incarne ce nouvel opéra, à la fois par son esthétique et aussi toutes ses capacités sonores. Et ça, c'est quelque chose qui, dès le début, t'a inspiré. Pas plus tard qu'il y a
bon, 50 minutes maintenant, on testait justement ces chœurs dans l'acoustique Constellation qui nous permet en fait, d'être transposés d'un seul coup comme par magie à un autre endroit, et je dirais même dans une autre temporalité. Et ça, c'est ça qui est fabuleux. Et ça, je pense que Michel a donné tous les ingrédients pour qu'on puisse ensuite, en tant qu'interprète, décider où est-ce qu'on va aller avec ça. Et c'est ce qui est absolument passionnant pendant une résidence de création, c'est-à-dire qu'on arrive, on ne sait pas ce qu'on va faire et tout va se créer là dans les prochains jours. Donc l'œuvre, chaque jour, va naître, et même Michel n'en a pas encore idée à ce moment-là. Oh non, c'est... Pour le meilleur et pour le pire peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même un opéra, c'est un modèle de société. Aujourd'hui, on est dans une société qui cherche ses repères, qui cherche son avenir. Et peut-être le religieux ne dit plus le sens, le politique ne dit plus le sens, et je pense que l'art, c'est aussi le lieu où le sens s'accomplit. On parlait du cinéma tout à l'heure, on constatait par exemple pour le succès d'Enfants Phares, les gens venaient chercher autre chose que du divertissement, vous voyez. Et je pense que voilà, c'est un lieu, enfin c'est ton souhait, hein, Leonardo, et c'est en tout cas comme ça qu'on le vit. On se pose des questions de cet ordre-là, ça paraît peut-être un peu ambitieux, et en tout cas, on ne peut se poser ces questions qu'ensemble. Je parlais de la solitude du compositeur, mais il faut aussi que je le dise, et c'est très important, c'est une œuvre collective, un opéra. C'est sûr qu'il y a l'écriture, mais il y a des petites ou grandes mains. Bien sûr, on pense au chef d'orchestre, à Félix Ramos, le chef de chant, qui est un miraculeux. Il arrive à restituer la partition d'orchestre tout en complétant les lignes de chant, et il tient vraiment la boutique. Et pour dire deux mots juste rapidement sur Léomar, parce que c'est pas pour rien qu'on a cheminé autant de temps ensemble, et on continuera à cheminer, bientôt il va diriger mon concerto pour violoncelle, c'est que on s'est rencontrés au Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, donc où j'avais eu cette commande de ballet, on l'avait écrit à deux, et Léo est venu avec des vêtements plutôt assez casual, pas spécialement voilà, très élégants. Et avec ses cheveux comme ça longs et tout, je me suis dit, bon. Et je lui avais demandé, est-ce que vous voulez qu'on se parle avant la répétition? Il dit non. Et j'avais un peu d'inquiétude. Parce que je me suis dit, quand même, là, c'est un ballet que j'ai écrit, moi, pendant 1 an. La partition faisait 2 kg 200 grammes. Et quand il est venu la première répétition, il a ouvert la partition et elle était toute annotée. Il avait travaillé de la première page jusqu'à la dernière, et il avait la musique dans la tête, et c'était tout de suite. Alors, c'était une impression assez impressionnante. Et Léo, la qualité, enfin, ferme tes oreilles, sinon, si je te flatte trop, après, on ne sera plus amis, mais il y a cette direction contemporaine, parce que la musique contemporaine, parfois, exige des métriques un peu complexes. Donc, il y a vraiment une technicité à avoir, et toute une direction de la direction contemporaine est allée dans ce sens, plutôt un geste très précis, mais un peu chirurgical. Et de l'autre côté, il y a une espèce de lyrisme, enfin, où on communique des énergies, mais parfois les gens qui sont dans ce mouvement-là ne peuvent pas diriger non plus des œuvres contemporaines. Et la qualité immense de Léo, en plus d'être quelqu'un quand même d'éminemment sympathique, comme vous avez pu le constater, ce qui ne gâte rien, c'est d'avoir les deux. C'est-à-dire qu'avoir cette espèce de précision chirurgicale, et en même temps d'avoir un geste qui fait de la musique. Et le mode d'interprétation est très important, parce que parfois, dans la musique d'aujourd'hui, on se contente juste de jouer ce qui est écrit. Et pour moi, la musique commence après. Si on joue du Mozart ou du Schubert comme c'est écrit, c'est affreux. Essayez et vous verrez. Hein. Quand on fait à l'ordinateur du Schubert, alors que moi je pleure en entendant l'avant-dernière sonate de Schubert et le mouvement-là. Voilà. Mais il y a aussi les chanteuses et les chanteurs. Et je veux qu'ils s'emparent de cette partition. Il y a non seulement la metteuse en scène, mais Andrea Baglione qui a fait la scénographie, il y a un objet extraordinaire qu'elle a pu imaginer, qui déstructure complètement l'espace, avec juste un objet, vous verrez. Il y a Jérémy Schneidler, qui est le vidéaste, qui va animer les choses, Jérémy Papin, qui a plus de 150 projecteurs lumière, et tout ça parle ensemble, tout ça discute ensemble, ça vit ensemble, parfois ça se fâche, voilà. Et cette énergie, il y a une sorte de vérité que nous retrouvons ensemble. Même si j'ai écrit la partition, même si je sais ce que je fais, je suis amené à modifier parfois certaines choses. Gloria Tronel, qui est notre soprane, elle monte dans la stratosphère avec ses notes aiguës, et quand nous avons été en résidence au château de Chimay, j'étais tellement fasciné par cette voix que sur place, j'ai réécrit des choses. Elle n'est pas très contente, parce qu'elle était un peu... Elle disait, oui, tu peux aller, tu peux monter, etc. Et c'est ça qui est beau, vous voyez, dans ces énergies, dans ces choses, on cherche la vérité d'une œuvre, on cherche la vérité d'une situation, et on se pose ensemble
des questions qui pour moi sont vraiment fondamentales. Voilà. Non, mais c'est vrai que je dois avouer, moi, le travail de création avec des compositeurs ou des compositrices vivants m'a beaucoup aidé en fait à me demander quel rapport à avoir avec le répertoire aussi. Parce que quand vous faites le conservatoire, on vous dit Mozart, il faut pas faire ci, Mozart, il faut faire ça, Beethoven, il faut pas faire ça, il faut plutôt faire. Et en fait, travailler avec quelqu'un comme Michel, ça m'a complètement décomplexé parce que c'est un rapport très naturel. Et justement, on revient aussi à soi, c'est-à-dire d'écouter ses instincts, ses envies, tout en respectant, bien sûr, en respectant, en apprenant à connaître l'artiste qui est en face, mais en se laissant aller dans cette dynamique qui est une collaboration, qui est du collectif. Tu parlais de collectif, moi j'avais envie de rebondir là-dessus aussi. Euh, on, c'est vraiment une question qui me tracasse énormément actuellement. La musique nouvelle, la musique contemporaine, a du mal parfois à convaincre les publics ou à être diffusée largement. Et on observe quand même avec des propositions comme celle-ci, comme un opéra, qui a d'un seul coup un auditoire beaucoup plus large, qui permet de rassembler plus de monde. Et ma question c'est pourquoi? Pourquoi finalement les œuvres nouvelles ont plus de résistance et dès qu'il s'agit de réunir du collectif, de mélanger la voix, l'instrumental, la scène, on a d'un seul coup un auditoire beaucoup plus large. Et je pense qu'on est peut-être dans une époque où on a besoin de rassembler toutes ces formes. Voilà, l'après-guerre nous a laissé beaucoup de spécialisation, beaucoup de détails, d'attention, d'écoles, de sous-écoles, de sous-écoles, de sous-écoles. Et je crois que tout est en train de se réorganiser aujourd'hui et que voilà, des compositeurs comme Michel Pétrosian remettent une sorte de tout, de globalité et on le voit bien, le public a envie de cette globalité-là, quoi, envie de réunions et aussi de propositions qui sont beaucoup plus larges. Je pense que j'ai assisté à l'intérêt que tu as toujours porté du collectif en venant à chaque concert de musique baroque qu'on faisait et que d'autres musiciens faisaient, ça veut dire avec un intérêt incroyable pour cette pièce, pour cette polyphonie, et je voyais à quel point ça te prenait absolument tout, corps, âme, esprit, parce qu'il y avait une manière de vouloir trouver un miroir avec le passé, ce qui t'a fait réfléchir, comme Léo dit, à l'instrumentarium, au langage, et à cette relation que tu es en train d'avoir grâce à cette commande. Alors nous, on est vraiment honorés que tu as accepté cela. Et surtout, la chose la plus belle, c'est que quand aucun d'entre nous soit dans ce monde, cette pièce va exister. Ça veut dire que c'est ça qui est le plus beau et de ce qu'on est en train de provoquer. C'est-à-dire que c'est une voix qui va pouvoir nous survivre tous, parce que c'est ça vraiment un opéra. Et les générations futures trouvent toujours des liens et des rayons de lumière et d'ombre qui leur parlent. Et ils trouvent toujours des raisons pour cela. Et de ce que j'ai entendu de la musique et de ce que j'ai lu de la musique, je sais que vous allez pouvoir faire quelque chose d'absolument extraordinaire et mémorable dans le sens originel du mot. C'est-à-dire qu'il restera en mémoire. Alors on est plus que dans l'attente et on est déjà dans l'émotion de ce que vous allez produire. Alors je pense que peut-être on va laisser au public de vous demander si vous êtes curieux de quelque chose. Ça serait vraiment formidable pour nous. Wow. Ah bah. Pour poser une question, ça m'intéresse toujours. Si on me confond, je dois parler. Je vais donner tout de ténor comme ça. Non, c'est toujours. J'ai travaillé beaucoup avec dans le milieu artistique avec des compositeurs contemporains. Ici en Suisse avec Heinz Holler, vous devez le connaître.
Par contre, la chose qui me trouve toujours un peu, que je trouve toujours un peu dommage, c'est qu'après le compositeur qui a créé surtout un opéra, qui c'est un grand travail de composition, de production, la plupart du temps, cet opéra disparaît. Parce que pour moi, dans ma tête, les derniers compositeurs contemporains qui sont joués encore, ils reviennent aux années 70. Donc le dernier, je ne sais qui, c'est Britten, voilà, c'est le dernier contemporain que Nino Rota, ma c'était un film, Napoli milionario, ma c'était autre chose, Bernstein, ma c'était du musicos. Alors, est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous sentez comme composé? Vous recherchez quand même à, entre guillemets, aussi communiquer, oui, mais aussi plaire, ou dire aux pensées, est-ce que c'est possible que mon opéra ait là une histoire qui va continuer dans le temps? C'est où que se situe l'équilibre entre le plaisir et ce que vous voulez communiquer? C'est... Tchaïkovski, un soir, il pleurait et son valet de chambre lui a dit « Mais pourquoi vous pleurez, maestro ?» Il dit « Parce que j'ai tué Onegin aujourd'hui. » Dans son opéra, c'est-à-dire qu'il était tellement en phase, etc. Et honnêtement, même si j'ai beaucoup réfléchi à cet opéra, etc., je reviens à cette histoire des moustaches de la Joconde, j'ai eu du mal à commencer. Parce que j'ai une telle admiration pour Richard Strauss en particulier, pour Salomé de Richard Strauss. Il y a des compositeurs que j'aime, vous voyez, mais la Salomé de Richard Strauss, ça m'impressionne. C'est-à-dire que je me dis, waouh, ça, je suis vraiment très, très... Et je ne dis pas que ça ne m'impressionne plus, mais à un moment donné, je suis entré dans cette œuvre, de telle manière, je vous dis, les derniers mois, par exemple, je travaillais toute la journée, puis on dînait, et puis je continuais dans la nuit. Et je continuais jusqu'à 6 heures du matin, parce que j'étais tellement dedans, qu'on se pose presque plus ces questions-là. C'est-à-dire qu'il y a une forme de certitude, vous voyez, et je m'étonnais moi-même, parce que je cherchais lentement avant, etc. Mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est pas à nous, on peut pas se dire, voilà, je construis quelque chose pour l'éternité, etc. Mais en tout cas, maintenant, quand je regarde le portrait de Richard Strauss, avant, je regardais comme ça, maintenant, je regarde comme ça. Très bien. Je vais bien mettre votre opéra aussi. Non, mais après ce que Leonardo a dit, et Léo, maintenant j'ai peur que vous ne veniez pas, parce que vous ne pouvez qu'être déçus. Hein, parce qu'il a placé la barre tellement haut. Donc ne venez pas. Mais c'est très bien. Mais de toute façon, quand on découvre par exemple une œuvre du XVIIe siècle, il y a toujours tout le monde qui dit mais comment c'est possible que vous jouez cette œuvre maintenant? Comment elle a été perdue? Mais bien évidemment, chaque fois qu'on jouait un opéra, elle n'était plus jouée. C'est-à-dire, je parle de l'origine de l'opéra au XVIIe siècle. C'était comme une comédie musicale. On ne pensait même pas que c'était nécessaire de la transcrire. Par exemple, les 27 opéras de Cavalli, c'est parce que la femme de Cavalli a voulu s'amuser à les copier. Mais Cavalli lui-même, ça ne l'intéressait même pas. Parce que c'était une œuvre qui était jouée et oubliée. Par contre, le compositeur écrivait des messes, des oratorios pour qu'ils perdurent dans l'histoire. Mais c'est vrai que l'opéra était considéré un art qui devait naître, durer le plus possible pour la billetterie. Mais très peu de compositeurs ont pensé que ça allait, ces genres musicaux allaient être, ça veut dire perdurer dans l'histoire, oui. Deux choses. Toi-même, Léo, tu viens d'évoquer, avant qu'on commence à discuter, l'émotion. Et c'est quelque chose qui, personnellement, me manque dans la musique contemporaine. Je reste de glace. J'arrive pas à rentrer, je sais pas. Et puis, j'ai assisté en 82, c'est vieux, n'est-ce pas, monsieur? À un concert, c'était pas un opéra de John Cage, dans un lieu magnifique, au piano, c'est lui-même qui était au piano, c'était un peu solo. J'ai dit, heureusement qu'il y avait un hôtel baroque extraordinaire avec 375 personnages, parce que j'ai pu les regarder les uns sur les autres. Et j'ai vu après à Zurich, où ils donnaient le même concert, j'ai vu la partition et j'ai trouvé ça
magnifique, la partition. Et c'est là où je vous rejoins dans c'est un Gesamt Kunstwerk. Il faut vraiment avoir toutes les données pour pouvoir peut-être comprendre, prendre avec soi quelque chose. J'aimerais bien que vous me montriez vos partitions. Ah, bah oui, ça c'est... Ah, mais ça c'est une... Mais je pense que souvent on oppose la musique contemporaine pour le cerveau, la musique romantique pour le cœur, et puis le baroque pour le corps, je ne sais pas. Moi je pense quand même que, j'espère qu'il y aura des moments d'émotion fortes, hein, je ne sais pas si... En tout cas, par exemple, il y avait des moments, même les chanteuses et les chanteurs, enfin je ne suis pas bien placé pour le dire, mais on a senti qu'il y avait une émotion, même en répétition, même en version piano, qui s'emparait de nous, et c'était une émotion qui, moi, m'avait saisi quand je composais. Donc j'ai comme ça une petite appréhension et un espoir qu'il y a au moins quelques moments où on sera pris d'émotions, et d'émotions fortes. D'ailleurs, le plus grand échec pour mon opéra serait que vous puissiez me dire « Ah, c'était intéressant ». Ah, ça serait la catastrophe. Moi, je préférais, comme disait, j'ai détesté, c'est horrible, ou alors on va guetter les moments lacrymogènes, etc. Et voyez, il faut que je rende hommage aussi à mon éditeur, Jean-Paul Fléchet, les éditions d'Archipel, qui ont fait un travail énorme, hein. Ils ont aussi travaillé les week-ends, etc. Vous voyez, tout l'opéra avec les instruments, ça tient en 2 volumes, ça fait à peu près 340 pages. Voilà, on écrit les notes, on envoie aux copistes, ils corrigent, ça revient, il y a des petites coquilles. Et puis on fait ce qu'on appelle un piano-chant. C'est-à-dire qu'on réduit toute la partie d'orchestre pour qu'un pianiste, Félix Ramos, puisse jouer et les chanteurs puissent chanter leur partie. Vous voyez, oui, bien sûr. Et parfois, vous voyez, marqué en rouge ou avec des petites notes, justement les choses qui vont pas, voilà. Et vous avez raison, c'est vrai que... Les petites pages, voilà, et vous imaginez. Et il faut que les chanteuses et les chanteurs, l'extraordinaire Fabien Huon qui porte le rôle-titre de Job, Ali Dunambray qui est un baryton magnifique, Hugo Rabec qui est la basse, qui chante le rôle de Dieu en particulier, et donc Mathilde Borchett que j'ai déjà mentionné, et Gloria Tronel, et puis les 3 chanteuses qui sont comme une sorte de chœur, mais qui sont en fait des solistes aussi, Emmanuel Ifra, donc Alexia Macbeth, on a une Macbeth dans l'opéra, et Marie-Juliette Gazarian qui est une mezzo. Non seulement qu'il faut qu'ils apprennent ça par cœur, mais on leur impose des mouvements divers et variés, et après on va rentrer dans l'interprétation. C'est quand même un travail, moi je suis très admiratif, hein. Je suis bien content d'aller boire mon café et d'observer comme ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai manqué de charité chrétienne de leur imposer un tel martyr. Mais voilà, c'est un investissement total. C'est un investissement total. C'est pour ça que, vous voyez, il faut avoir de quoi parler. Enfin, c'est très important de trouver des nécessités de l'écriture et aussi d'aller jusqu'au bout, enfin, autant que possible, hein, de cette écriture. Mais voilà. Oui, et puis pour rebondir sur votre remarque, je crois que justement la grande qualité de Michel, c'est de présenter une musique qui est à la fois originale dans son écriture, qui est très ciselée, très façonnée, et en même temps qui a cette capacité à parler tout de suite. Et c'est vrai que là, il y a des passages, la première fois qu'on les a lus, c'est toujours un moment fort, hein, la première lecture. Parce que tout le monde est rivé derrière sa partition, vous voyez les mains qui tremblent un petit peu. Et les harmonies naissent d'un seul coup. Et il y a eu des moments, voilà, où d'un seul coup, on s'est tous regardés en disant « Waouh, c'est ça. L'œuvre, elle est là. Elle est là, les accords. Et on peut pas se tromper. Il y a une intuition quand tout de suite la couleur prend, que tout le monde est pris par l'émotion, justement. L'émotion en chantant. L'émotion en dirigeant, l'émotion en jouant, et ben du coup ça fait corps, et je crois que ouais, vraiment Michel a cette force, ce talent de pouvoir livrer quelque chose d'assez universel en même temps que très précis et délicat. Comme sa langue française. J'ai découvert le chant d'Arzac il y a quelques années, et
je suis fascinée par votre langue française. Donc je suis impatiente de découvrir votre langue musicale. Bah, écoutez, alors c'est très gentil, mais venez à l'autre conférence la semaine prochaine parce qu'on parlera précisément. Alors il y a une maîtresse de conférence à la Sorbonne qui a fait 2 communications scientifiques sur ce livre et qu'elle étudie du point de vue du styliste, enfin de la stylistique. C'est une spécialiste de stylistique. Et moi je vais parler du texte de Job lui-même. Alors ce sera une conférence en plus, mais merci. Je pense que oui. Voilà, me dit-on, oui. Voilà. Le 4 juin. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, merci beaucoup, Michel et Léo. Merci à Léonard. Merci.